Saïd Ouamama, figure de la révolution africaine. 3. Jomo Kenyatta. En volant les terres des Kikuyu, l'Européen les prive non seulement de leur gagne-pain, mais du symbole matériel qui unit la famille et la tribu. Ce faisant, il détruit les fondements sociaux, moraux et économiques du système de vie des Africains. Lorsqu'il explique avec suffisance qu'il n'agit que pour leur bien, qu'il les civilise, qu'il leur apprend à travailler régulièrement et avec discipline, et qu'il veut les faire bénéficier du progrès européen, il ajoute l'insulte au préjudice. Jomo Kenyatta, au pied du mont Kenya, 1938. Il peut paraître paradoxal de faire figurer Jomo Kenyatta, vers 1890-1978, en tête des exemples de la pensée africaine de libération. Ce leader se caractérise en effet par un réformisme permanent qui se transforme par la suite en politique réactionnaire dans la gestion du Kenya indépendant. Le paradoxe n'est qu'apparent. Pour le comprendre, il faut garder à l'esprit l'effet du temps et de l'histoire. Il n'y a pas de génération spontanée de révolutionnaires. La construction d'une conscience nationale et d'une pensée émancipatrice ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le produit d'une accumulation d'expériences, d'échanges, d'échecs et de compromissions. S'il est a posteriori légitime de contester le caractère révolutionnaire de la figure de Jomo Kenyatta, celui-ci, resitué dans son contexte historique, a été indéniablement perçu par le peuple kényan et par les autorités britanniques comme un danger pour le système colonial. La révolution n'est pas un concept ahistorique, c'est un processus social historiquement déterminé. L'itinéraire personnel, politique et intellectuel de Jomo Kenyatta rassemble de nombreux ingrédients constitutifs des premières phases de prise de conscience indépendantiste en Afrique subsaharienne. Affirmation identitaire, influence du garvéisme et investissement de la tradition comme forme de résistance à la colonisation, référence au droit international et aux Nations Unies, expérience migratoire, culture syndicale et influence des idées communistes. Il symbolise également la complexité d'une lutte de libération dans des sociétés profondément déstructurées par la colonisation sur les plans économiques et culturels. Du village à l'engagement politique. Jomo Kenyatta voit le jour au début de la décennie 1890, à une date imprécise. Le Kenya est alors une invention coloniale récente. Ses frontières sont le résultat des marchandages entre les puissances coloniales, s'étalant de 1886 à 1925. Elles ne correspondent à aucun État africain précolonial. Dans ce type de colonie, remarque John Lonsdale, le plus grand spécialiste de la pensée politique de Kenyatta, l'histoire nationale fut le plus souvent forgée par le fait de la domination étrangère. La lutte anticoloniale est dans cette situation d'abord une lutte contre les désastres de la colonisation et seulement ensuite une lutte pour l'affirmation d'une nation. Les Kikuyu sont un des sous-groupes bantous du Kenya. Ils forment le groupe majoritaire du pays et sont concentrés à l'est et au sud du mont Kenya, c'est-à-dire sur les terres les plus fertiles. Voulant développer la culture du café, les autorités britanniques encouragent l'installation sur ces terres de fermiers blancs, en majorité d'origine sud-africaine. Une ordonnance sur les terres, datant de 1902, considère que toutes les terres vacantes ou inhabitées appartiennent à la couronne britannique. Le Kenya devient une colonie de peuplement. Expropriés de leurs terres, les Kikuyu sont soit cantonnés dans des réserves, soit contraints de s'installer sur les terres des colons blancs comme squatteurs. Le statut de squatter est celui d'un quasi-servage. À partir de 1918, par exemple, ce statut donne le droit de cultiver un lopin de terre et d'élever du bétail en échange de 180 jours de travail. Les habitants des réserves sont également contraints de vendre leur force de travail aux colons du fait d'un double impôt en numéraire instauré en 1905, l'impôt de case par habitation et l'impôt de capitation par personne. La spoliation terrienne déstabilise entièrement la culture kikuyu. Finner Brockway, parlementaire britannique et président du Congrès des peuples contre l'impérialisme, illustre ce qu'il qualifie de désagrégation du système tribal kikuyu par les exemples suivants.
Autrefois, c'était une coutume chez eux qu'un jeune couple, après son mariage, s'en allât sur une terre inoccupée. Une autre coutume voulait qu'à la mort du chef de famille, la terre soit partagée entre ses fils. La première pratique est maintenant devenue impossible du fait que, dans les réserves attribuées aux Kikuyu par les Européens, il n'y a pas de terre inoccupée. L'autre coutume, par contre, survit avec ses conséquences désastreuses. La terre est divisée en parcelles trop petites pour qu'on puisse en arracher de quoi vivre. D'âpres querelles s'élèvent entre frères. Sous le nom de Kamo wa Ngengi, Kenyatta grandit dans cette société Kikuyu menacée de mort par la spoliation des terres. C'est ce qu'il explique dans l'introduction de son livre Facing Mount Kenya, au pied du mont Kenya, publié en 1938. Élevé dans la tradition tribale, j'ai subi les divers stades d'initiation au degré d'âge, et je peux donc apporter mon expérience personnelle des rites et des cérémonies. J'ai participé aux activités de mon degré d'âge. J'ai même été choisi comme chef. J'ai souvent assisté à des rites magiques, tant dans ma propre maison qu'ailleurs. Mon grand-père était sorcier. J'ai voyagé avec lui, portant son équipement, faisant office d'apprenti. À cette première socialisation traditionnelle s'ajoute une scolarisation dans un collège de l'église presbytérienne écossaise. Il est de ce fait un des premiers instruits dans une école de langue anglaise du Kenya, un enfant des missions. Ces enfants des missions ont un rapport paradoxal aux colonisateurs, mêlant attirance et rejet, attachement à la tradition et attrait pour la modernité. Ainsi écartelés, ils seront à l'origine des premières initiatives de contestation de l'ordre colonial. Cette première contestation se déroule après la Première Guerre mondiale, à laquelle ont participé de nombreux jeunes Kenyans. À l'armée, ils ont acquis de nouvelles expériences et ont prouvé leur loyauté, résume l'historienne états-unienne Anne Beck. De retour, ils ne sont pas prêts à ce que leur vie se résume à ce qu'elle était avant la guerre. Dans ce contexte nouveau, un de ses enfants d'émission, le fonctionnaire Harry Tuku, crée la Young Kikuyu Association, association des jeunes Kikuyu. Cette nouvelle association est fondée en juin 1921, un an après la Kikuyu Association, composée essentiellement de chefs de clan déterminés à défendre les intérêts fonciers des Kikuyu. La différence entre les deux associations, précise le chercheur Robert Bujenhuis, fut dès le début fondamentale, et Harry Tuku a employé consciemment le nom de Young Kikuyu Association pour bien marquer la distance qui séparait les jeunes, semi-évolués de Nairobi, des honorables chefs ruraux. Les premières organisations anticoloniales révèlent d'emblée une contradiction entre deux groupes sociaux touchés différemment par la colonisation. Dans une société structurée en classes d'âge, les effets de la colonisation ne sont pas identiques selon que l'on appartient à la jeune ou à l'ancienne génération. L'Association des jeunes Kikuyu se veut représentative des jeunes urbains déclassés par le vol colonial des terres. La fin de l'accès à la terre provoque, pour ces nouvelles générations, la marginalisation urbaine et l'assignation au salariat agricole sous-payé. L'entrée en action des nouvelles générations élargit l'éventail des revendications, lesquelles ne se limitent plus à la seule question foncière. Le brassage urbain élargit également la composition ethnique de l'association. Très vite, dès 1922, l'association se transforme en East African Association, EAA. L'influence du garvéisme sur ces premiers mouvements nationalistes contribue à ces élargissements. Harry Tuku est ainsi en correspondance avec les deux principales figures du mouvement noir aux États-Unis, Marcus Garvey et Du Bois. Dans un courrier adressé à l'écrivain antillais indépendantiste et panafricain Cyril Lionel Robert James, Jomo Kenyatta relate l'influence de Garvey sur le mouvement national kényan. Ceux des nationalistes kényans qui ne savaient pas lire s'assemblaient autour d'un lecteur du Negro World, le journal de Garvey, et écoutaient 2 ou 3 fois le même article. Puis ils reprenaient leur course à travers la forêt, chacun suivant son chemin, pour répéter avec soin tout ce qu'ils avaient retenu à d'autres Africains assoiffés d'une doctrine qui les tira de la conscience servile dans laquelle ils baignaient.
l'EAA dénonce le travail forcé, l'impôt foncier, le niveau des salaires et les conditions de travail, la non-représentation des Africains au sein du Legislative Council, l'ECCO. Ce conseil est, dans les colonies britanniques, chargé de l'administration locale. Sa composition, comme l'ampleur de ses prérogatives, varie selon les colonies. Au Kenya, il faut attendre 1944 pour qu'un premier Africain puisse y siéger. L'association exige également l'abrogation de l'obligation humiliante de porter en permanence sur soi un certificat de travail pour accéder aux villes. Sur le modèle du pass sud-africain, explique en effet le politologue Marc-Antoine Pérouse de Monclos, la Registration of Natives Ordinance de 1915 compléta le système de ségrégation coloniale en imposant à tous les Noirs de plus de 15 ans un certificat, le Kipande, qui devait être en permanence porté dans un cylindre de fer autour du cou afin de prouver son identité et son emploi. En 1920 puis en 1921, le gouverneur augmente l'impôt par tête afin d'amener les Kikuyu, ainsi contraints de trouver de quoi le payer, à s'engager comme salariés agricoles auprès des colons. Mais lorsque, en 1921, ces derniers décident de diminuer d'un tiers le salaire des ouvriers, la colère explose. Des manifestations éclatent, des grèves se déclenchent et des affrontements opposent grévistes et manifestants aux forces de police. L'EAA appelle à soutenir les grèves et à participer aux manifestations. Son président Harry Tuku parcourt le pays Kikuyu pour populariser les revendications. Les événements s'accélèrent. Le 14 mars 1922, Tuku est arrêté et déporté. Aussitôt, une grève générale est déclenchée. Le 16 mars, la troupe tire sur les manifestants, faisant officiellement 27 morts et 24 blessés. L'association est dissoute et ses principaux leaders arrêtés. Jomo Kenyatta adhère à l'EAA pendant cette année cruciale de 1922. Il participe à la création d'une nouvelle organisation politique en 1925, la Kikuyu Central Association, KCA. Celle-ci n'est cependant pas une simple continuation de la précédente. Le nom choisi, qui met en avant son caractère Kikuyu, souligne que les conditions sociales ne sont pas encore réunies pour une dynamique interethnique et les nouveaux dirigeants ne représentent pas les mêmes groupes sociaux que ceux qui avaient investi l'EAA. La nouvelle association représente une nouvelle élite, distincte des élites traditionnelles. John Lonsdale insiste ainsi sur la contradiction entre les élites officielles et les élites non officielles, chefs d'un côté et de l'autre enseignants, employés, fermiers pilotes, petits commerçants. Le rapport de force entre ces deux élites dépend certes de leurs puissances respectives, mais aussi de l'action de l'administration coloniale, qui s'est appuyée sur la première, au premier temps de la conquête, avant de se tourner vers la seconde après la Première Guerre mondiale. Le mouvement populaire de contestation a démontré l'incapacité de l'élite traditionnelle à contrôler les jeunes Kikuyu. L'administration coloniale tente désormais de s'appuyer sur l'élite non officielle. Kenyatta devient rapidement le représentant de cette nouvelle élite. Un peu plus instruit que ses contemporains qui dirigeaient la Kikuyu Central Association, le parti de l'élite non officielle, fondé dans le milieu des années 1920, association de fermiers et de marchands, ainsi que groupe de pression politique, Jomo Kenyatta se trouva projeté au centre du réseau de cette élite non officielle lorsqu'il accepta de devenir le secrétaire général rémunéré de l'association. Les exclus de la société Kikuyu, à commencer par les nouveaux prolétaires urbains chassés des campagnes par la politique foncière de l'administration coloniale, n'ont plus de représentation politique depuis la dissolution de l'EAA et l'arrestation de son leader. Ils formeront quelques décennies plus tard la base sociale de l'insurrection Mau-Mau. Les années londoniennes. Résistance culturelle, libération nationale, engagement panafricain. En 1929, Kenyatta est envoyé à Londres par la KCA afin de plaider la cause de son peuple auprès des autorités et de l'opinion publique britannique. Les doléances et revendications que porte Kenyatta à Londres sont centrées sur l'inéliabilité des terres Kikuyu, l'abolition de l'impôt de case pour les femmes et une représentation au Legislative Council qui ne comprend alors aucun membre africain. Ces exigences modérées
se heurte à une fin de non-recevoir des autorités britanniques. Le séjour à Londres permet cependant à Kenyatta d'entrer en contact avec la gauche britannique et surtout avec la diaspora noire. Le contact avec la gauche se réalise par le biais de quelques personnalités indiennes du Kenya. La collaboration avec ces derniers n'est pas nouvelle. Dès 1919, le journal East African Chronicle, dirigé par Manilal Amambal Desai, ouvre ses colonnes au point de vue anticolonialiste. Cette publication, très critique envers le colonisateur, rend visibles les activités d'acteurs politiques émergents, notamment Harry Tunku, Jomo Kenyatta et Yupotalio Owiti, qui créent bientôt leur propre titre. Un autre Indien, Isher Das, secrétaire de l'East African Indian National Congress, contribue à collecter des fonds pour le voyage de Kenyatta à Londres. Isher Das, qui sera élu au Legislative Council pour la communauté indienne à partir de 1933, accompagne Kenyatta lors de ce premier séjour à Londres et le met en contact avec la Ligue contre l'impérialisme et la gauche anglaise. Kenyatta rencontre notamment Reginald Bridgeman et Fenner Brockway, responsables britanniques de la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale, qui a vu le jour au Congrès de Bruxelles de 1927. Ces rencontres ouvrent aux jeunes leaders les colonnes de la presse communiste. Il publie, entre autres, le 24 octobre 1929, un article intitulé « Rendez-vous sur nos terres, Give Back Our Land » dans le journal du Parti communiste Sunday Worker, dans lequel il déclare « Les natifs de la colonie sont déterminés à ne pas se soumettre à la tyrannie scandaleuse qui a été leur lot depuis que les voleurs britanniques ont volé leurs terres. » En janvier 1930, 2 nouveaux articles sont publiés dans l'organe officiel du Parti communiste de Grande-Bretagne. Le premier a pour titre « Un peuple africain se révolte » et le second, consacré à la grève générale de 1922, s'intitule « Une grève générale noyée dans le sang ». Le premier séjour londonien, février 1929-septembre 1930, lui permet surtout de se lier avec l'activité anticoloniale de la diaspora noire. À son arrivée à Londres, il a en poche l'adresse de l'Union des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, qui lui offre l'hospitalité dans son foyer d'étudiants financé par Marcus Garvey. Le Nigérian Lapido Solanke, secrétaire de la WASU, le présente aux principales personnalités s'inscrivant dans la dynamique des congrès panafricains. Kenyatta effectue également un voyage dans plusieurs pays européens, et en particulier en URSS en 1929, en compagnie du militant communiste et panafricain Georges Padmore. Ces multiples contacts et écrits contribuent à faire connaître Kenyatta dans les réseaux militants noirs d'Europe et d'Amérique. En témoigne le fait que son nom figure dans l'anthologie du monde noir de Nancy Cunard, publiée en 1934. Son article, intitulé Kenya, utilise un vocabulaire nouveau, significatif des transformations que subit sa pensée sous l'influence de cette expérience métropolitaine. Par la manipulation des différences tribales, la politique éternelle du diviser pour régner de l'impérialisme britannique tente de stopper le mouvement kényan de libération nationale. Désormais, Kenyatta inscrit son combat dans une perspective de libération nationale. Pendant le premier séjour londonien de Kenyatta, un conflit important éclate au Kenya à propos de l'excision des jeunes filles. Il est provoqué par une campagne initiée par la Church of Scotland, Église d'Écosse, demandant l'interdiction de cette pratique. Dans un contexte de spoliation des terres, la campagne de l'Église écossaise est perçue comme une volonté de détruire la culture kikuyu. L'anthropologue Yvan Rose relate une rumeur significative du contexte dans lequel s'inscrit cette polémique. On imputait aux missionnaires et aux colons le projet d'annihiler les kikuyu, pour les déposséder de leurs terres, en supprimant la clitoridectomie, ce qui empêcherait les femmes de mettre au monde des enfants normaux, c'est-à-dire de vrais kikuyu. Ce projet devait déboucher sur l'interdiction de la circoncision masculine et mettre ainsi un terme à l'existence des kikuyu en tant que groupe ethnique, puisque seul un circoncis peut devenir adulte. Pour les kikuyu marginalisés et paupérisés,
la tradition est investie d'une dimension de résistance. La position de la KCA et de Kenyatta reste dans un premier temps modérée. Ils ne se prononcent pas contre la disparition de la pratique de l'excision, mais contre la méthode autoritaire et vexatoire utilisée pour supprimer cette tradition. Rencontrant à Londres une délégation de 12 représentants de l'Église écossaise en mai 1930, Kenyatta déclare « L'Église pense supprimer la coutume de la circoncision féminine immédiatement. Mon association pense que par l'instruction du peuple, nous pouvons progressivement faire reculer cette coutume. » Mais le conflit s'envenime au Kenya. L'Église presbytérienne du Kenya somme les fidèles Kikuyu de choisir entre l'appartenance à l'Église et la pratique de l'excision. Les filles excisées ne sont plus acceptées dans les écoles. Des instituteurs Kikuyu récalcitrants sont renvoyés et des écoles sont fermées. Un mouvement pour la création d'églises et d'écoles indépendantes est lancé. De nouvelles institutions deviennent rapidement populaires et constituent des pôles de résistance culturelle. Après un bref séjour au Kenya, où il a pu constater la montée de cette résistance culturelle, Kenyatta retourne à Londres en avril 1931. C'est encore une mission confiée par la KCA qui est à l'origine d'un second séjour, qui durera des années. Il s'agit cette fois-ci de s'adresser directement au bureau colonial. Bien que cette démarche échoue à nouveau, ces années londoniennes marquent un tournant dans l'évolution de la pensée politique de Kenyatta. Après quelques mois d'études au Quaker College de Birmingham, il entreprend sur les conseils de George Padmore, alors responsable de la section nègre de l'Internationale syndicale rouge, branche syndicale de l'Internationale communiste, des études d'économie à Moscou. Mais lorsque, en 1934, le militant trinidadien est exclu de l'Internationale pour tendance à l'unité de race contre l'unité de classe, Kenyatta décide de retourner à Londres pour y reprendre des études d'anthropologie sociale à la London School of Economics sous la direction du sociologue Bronislaw Malinowski. C'est ce dernier qui, en 1938, préfacera son livre Au pied du mont Kenya, dans lequel Kenyatta prend la défense de la culture Kikuyu dans toutes ses dimensions, y compris l'excision. Les prudences antérieures ne sont plus de mise. S'opposer à l'oppression coloniale signifie, selon lui, revendiquer la culture précoloniale dans sa globalité. Au cours de ces années, Kenyatta ne s'investit pas seulement dans la résistance culturelle. Il s'engage aussi aux côtés de Padmore dans les multiples initiatives que ce dernier initie. On le retrouve par exemple parmi les membres fondateurs de l'International African Friends of Abyssinia, fondée en 1935, pour soutenir l'Éthiopie, envahie par l'Italie fasciste. Il est également un des fondateurs et devient secrétaire adjoint de l'International African Service Bureau, créé à Londres en 1937, dont l'objectif est de défendre le droit à l'autodétermination des colonies d'Afrique, d'Asie et de la Caraïbe. Ayant des objectifs similaires, l'IASB et le Congrès panafricain de Dubois, organiseurs des 4 premiers congrès panafricains, fusionnent en 1944 pour donner naissance à la Pan-African Federation. Celle-ci organise le 5e congrès panafricain qui se déroule à Manchester en octobre 1945. La déclaration que ce congrès adresse aux puissances coloniales est significative des bouleversements survenus dans la réflexion politique des militants d'Afrique subsaharienne. Le mot « indépendance » est prononcé. Nous exigeons pour l'Afrique noire l'autonomie et l'indépendance. Après avoir revendiqué la non-violence comme forme de lutte, la déclaration poursuit sous forme d'avertissement. Cependant, si le monde occidental est encore déterminé à gouverner l'humanité par la force, alors les Africains en dernier ressort pourraient être obligés de faire appel à la force dans l'effort qu'ils déploient pour conquérir la liberté, même si la force doit les détruire, eux et le monde. Un héros de retour au pays. En rentrant au pays natal, en 1946, Kenyatta n'est plus le même que lors de son départ 15 ans auparavant. Sa fréquentation des militants nationalistes et panafricanistes de la diaspora noire fait passer sa sphère d'identification de l'ethnie à la nation. Il est parti du Kenya comme représentant des Kikuyu, il en revient en pensant désormais à l'échelle d'une nation. Le Kenya que retrouve Kenyatta n'est plus, lui non plus, le même que celui qu'il a quitté. La KCA est interdite depuis le 30 mai 1940.
À l'origine de cette interdiction, la création d'associations d'autres ethnies du Kenya et leur convergence avec la KCA dont elles s'inspirent. En 1938, les Kamba constituent la Ukamba Members Association. En 1939, c'est au tour des Taïta de s'organiser. Les Luya, pour leur part, sont organisés dans la North Kavirondo Central Association dès 1934. Toutes ces associations tissent des liens entre elles et sont aidées par la KCA, leur doyenne. L'opposition commune à l'administration coloniale tend à faire converger les différentes composantes de la société kenyane. La KCA gagne également en audience dans les villes où elle soutient le mouvement syndical. En juillet 1939, elle se joint à l'appel à la grève générale du Labour Trade Union of East Africa. Pour la première fois, des travailleurs noirs participent massivement à une grève. Le premier syndicat permanent du Kenya, le Kenya Indian Labour Trade Union, fondé en avril 1935 par Makan Singh, était une affaire entièrement indienne, explique Robert Buichtenuich. Les syndicats africains brillaient à cette époque par leur absence. Ce n'est qu'en juillet 1939 que les dockers de Mombasa ont déclaré, plus ou moins spontanément, la première grève noire. L'UMA, la KCA et la THA sont dissoutes au prétexte d'une collusion avec les Italiens et les Allemands. Une vingtaine de leaders Kikuyu, Kamba et Taïta sont arrêtés. L'administration coloniale n'est pas aveugle cependant. Les organisations concernées continuant d'exister dans la clandestinité, elle sait l'efficacité très relative de telles interdictions et décide donc de compléter la répression par une ouverture politique contrôlée. Cette ouverture prend la forme de la nomination, pour la première fois, en octobre 1944, d'un Africain, Eliud Bombu Matu, au Legislative Council. Avec l'appui de l'administration coloniale, ce Kikuyu évolué fonde, avec le soutien de l'administration britannique, la Kikuyu African Study Union. Mais cette nouvelle association est traversée par une contradiction profonde. Une tendance, menée par Matu, défend l'idée d'une association éducative. Une autre, menée par James Gichuru, veut en faire un mouvement revendicatif. Dès 1945, Gichuru est élu à la direction et oriente l'association vers des actions plus contestatrices. Justice foncière, représentation plus juste au Legislative Council et abrogation du système du Kipande. Le changement de nom de l'association, qui devient la Kenya African Union en 1946, est le résultat de ce processus de politisation. L'administration coloniale autorise pour l'instant l'action de l'association. Kenyatta rentre au pays auréolé d'une image de héros, ayant combattu le colonisateur dans son propre pays. Sa popularité est immense. De surcroît, sa longue absence le place dans une position particulière. Derrière la quasi-unanimité que suscite son nom se cachent des aspirations contradictoires. Propriétaires terriens kényans qui revendiquent le droit d'acheter des terres, paysans pauvres et squatteurs qui exigent une réforme agraire restituant les terres spoliées par la colonisation et nouveaux salariés urbains s'organisant dans les premiers syndicats africains sont tous opposés au système colonial, mais sur la base d'intérêts sociaux divergents. L'exil, qui lui a épargné l'impératif de faire certains choix politiques, explique, selon l'homme politique kényan Peter Anigong Anyongo, la popularité de Kenyatta. Étant demeuré si longtemps à l'étranger, Kenyatta eut l'avantage de manquer les années cruciales pendant lesquelles se cristallisa le nationalisme kényan. Kenyatta n'eut pas à faire certains choix difficiles. Son absence préserva son image, reconnue par toutes les forces anticoloniales chez les Kikuyu, d'ambassadeur à l'étranger. C'est grâce à ce positionnement avantageux que Kenyatta se retrouve, en juin 1947, à la tête de la KAU. Mais sa tâche est complexe, car il lui faut tout à la fois contrôler la révolte paysanne qui se prépare, apaiser les antagonismes ethniques que le dynamisme kikuyu exaspère, élargir l'assise de l'Union, intervenir lors des oppositions de tendance et maintenir les chances d'une négociation avec le colonisateur. L'insurrection Momo, la rupture. Kenyatta aborde ses nouvelles fonctions dans le respect de la stratégie non violente et réformiste caractéristique des espoirs d'émancipation de l'après-Seconde Guerre mondiale. Cette approche est renforcée par l'influence des thèses du Mahatma Mohandas Gandhi, déjà anciennes dans cette partie de l'Afrique,
et encore renforcée par l'accession de l'Inde à l'indépendance en 1947. L'influence des idées et de la stratégie de Gandhi date du début du XXe siècle. Installé en Afrique du Sud comme avocat en 1893, il y découvre la discrimination raciale. Il participe à la fondation du Natal Indian Congress en 1894 et lance le journal Indian Opinion en 1904. C'est l'expérience de la lutte contre une nouvelle loi ségrégationniste votée au Transvaal en 1906 qui le conduit à théoriser sa stratégie non violente. La Satyagraha, désobéissance civile, dans son livre L'autonomie indienne, publié en 1909. Cette lutte, qui s'étale sur 2 ans, débouche sur la signature du pacte dit Smuts-Gandhi, qui abroge de nombreuses mesures discriminatoires mais qui maintient le contrôle des déplacements. Lorsque l'Inde accède à l'indépendance, l'année même où Kenyatta prend la direction de la KAU, les thèses gandhiennes sont en leur apogée en Afrique, notamment dans les pays où, comme au Kenya, vivent d'importantes communautés indiennes. Kenyatta a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer Gandhi à Londres en novembre 1931. Il défend lui aussi une stratégie non violente d'accès aux droits politiques. Résumant cette stratégie, Douglas Rogers, secrétaire adjoint du Congrès des peuples contre l'impérialisme auquel la KAU s'est affiliée en 1949, écrit en mai 1953. L'histoire du combat des Africains au Kenya a été celle d'une organisation patiente dans le cadre de la Constitution, se traduisant par la préparation de cahiers de revendications, l'envoi de pétitions et de députations. Le colonialisme britannique a en effet comme caractéristique de promulguer des constitutions pour ses colonies, comme celles de 1952, 1954 et 1958 au Kenya. Elle se borne jusqu'en 1954 à fixer le nombre de représentants africains au Legislative Council et à définir les droits de protestation qui eux-mêmes se cantonnent longtemps au seul droit de pétition. Mais la patience, évoquée par Douglas, c'est justement ce que n'ont plus de nombreux jeunes squatteurs, salariés urbains et anciens combattants. Les premiers sont en voie de sous-prolétarisation depuis la promulgation en 1937 de la Resident Labourers Ordinance qui autorise leur expulsion des terres occupées. Les deuxièmes s'organisent depuis l'après-guerre dans un mouvement syndical de plus en plus combatif. Les troisièmes sont revenus du front avec des idées d'émancipation et d'autodétermination. Le mouvement dit Mau Mau, dont les autorités coloniales accuseront à tort Kenyatta d'être l'inspirateur, embrase le Kenya de 1952 à 1956. Le leader de la KAU est incarcéré en octobre 1952, alors qu'il se démarque à de nombreuses reprises des insurgés. Comme le relèvent les politologues Jean Dauch et Dennis Martin, la révolte reflète en réalité des spécificités d'âge, d'ethnie, de classe et d'expérience. Les jeunes nationalistes radicaux qui prépareront le soulèvement Mau Mau se désigneront comme groupe des 40, en mettant au premier plan leur appartenance à une classe d'âge circoncise la même année, et sont aussi d'anciens combattants des fronts africains et orientaux pendant la guerre 1939-1945. Leur idéologie fait très logiquement coïncider l'attachement à la terre matrice de la société tout entière avec les idéaux de liberté, voire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au nom desquels on les a conduits à se battre. La fermeture totale du système colonial, l'inefficacité et la modération de la KAU et la dégradation de leur situation matérielle poussent ces catégories sociales à rechercher de nouvelles modalités d'organisation et d'action. À la fin de l'année 1947, des prestations de serment traditionnelles à des fins politiques commencent à se dérouler clandestinement. Dans les milieux Kikuyu d'abord, avant de s'étendre à d'autres groupes comme les Mbu et les Meru. Ces cérémonies sont organisées par une société secrète que l'administration coloniale désigne sous le nom de Mau Mau dès 1948. L'origine la plus fréquemment invoquée pour ce nom est la déformation du mot Kikuyu Muma, qui désigne un serment. John Lonsdale évoque aussi qu'il pourrait s'agir d'une onomatopée signifiant « les mangeurs affamés ». Les sociétaires se sont donné un autre nom, qui indique clairement les buts poursuivis, l'armée kenyane de la terre et de la liberté. Les actions des insurgés surprennent autant le colonisateur que la KAU. Elles visent dans un premier temps ceux qui collaborent avec le colonisateur. Et ce n'est qu'après l'instauration de l'état d'urgence, le 20 octobre 1952, qu'elles s'attaquent aux colons.
le Britannique Douglas Rogers, secrétaire adjoint du Congrès des peuples contre l'impérialisme, résume la situation en mai 1953 en parlant de transformation du Kenya en véritable prison. Les Kikuyu ont assisté, impuissants, à la transformation par un gouvernement étranger de quelques actes de violence sporadiques non coordonnés en situation équivalent à un état de guerre. Selon les estimations de Caroline Elkins, historienne à Harvard, le bilan de cette guerre est particulièrement élevé. 320 000 détenus dans des camps, 100 000 Africains tués, 1090 exécutions par pendaison, des dizaines de milliers de blessés et une pratique généralisée de la torture. Si l'insurrection est un échec sur le plan militaire, elle constitue en revanche une victoire politique indéniable. Devant l'ampleur et la radicalité de la révolte, le pouvoir colonial comprend que la répression n'est qu'une solution provisoire. Il sait aussi que pour éviter de tout perdre, il doit préparer une transition graduelle vers l'autodétermination. Les fondations d'une indépendance contrôlée sont progressivement posées, et l'administration coloniale, ayant besoin d'interlocuteurs moins radicaux que les insurgés, tente de faire émerger une élite africaine sur laquelle elle pourrait s'appuyer. C'est dans ce contexte que Kenyatta est libéré de prison en 1961. S'inquiétant des revendications agraires mises en avant par les rebelles, il se laisse séduire par la libéralisation progressive du système colonial. Les bases d'un accord entre les radicaux sont réussies. Peter Anyang' Nyong'o explique ce processus qui dépasse largement la seule figure de Kenyatta. Quand, en 1954, le gouvernement colonial et le coloniat européen reconnurent qu'il fallait mettre fin à l'apartheid au Kenya pour parvenir à un règlement politique de la crise, il était clair que, parmi les Africains, il y avait suffisamment de partisans d'une alliance de classe avec les colons, prêts à partager le pouvoir politique contre les Mau et les autres nationalistes extrémistes. Ce scénario de confiscation du processus révolutionnaire à ses acteurs principaux par une alliance de classe entre le colonisateur et certains de ses opposants dans le passé se reproduit dans de nombreuses colonies. Des figures qui, comme Kenyatta, pouvaient passer pour révolutionnaires ou du moins comme des défenseurs du peuple, se transforment dans le processus en agents contre-révolutionnaires dépendant de leurs protecteurs étrangers. A Man in Kenya. Pour de nombreux Kenyans, cette évolution est difficilement perceptible dans le feu des événements. Devenu une figure mythique, Kenyatta est élu Premier ministre en 1963 et président de la République en 1964. L'ancienneté de son engagement, son exil et son emprisonnement le font apparaître comme la personnification du combat national et le symbole de la nation indépendante. Cette évolution est également difficile à percevoir pour les observateurs étrangers, même les plus lucides. C'est ainsi que Malcolm X, de retour en 1965 d'un long voyage en Afrique qui l'a amené à rencontrer différents présidents africains, parmi lesquels Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Nnamdi Azikiwe et Kenyatta lui-même, présente ce dernier comme le chef des Mau. Il était le chef des Mau, qui ont réellement apporté la liberté à de nombreux pays africains. C'est la vérité. Les Mau ont joué un rôle décisif en apportant la liberté au Kenya, et pas seulement au Kenya, mais à d'autres pays africains. Analysant l'attitude de Kenyatta à l'égard du mouvement Mau, Robert Bushtenhuis montre bien l'erreur d'analyse de Malcolm X. La révolte Mau était une révolution nationale et une révolte sociale en même temps. Et en tant que révolte sociale, elle réclamait les terres cultivées par les colons européens pour le peuple africain. Pour Jomo Kenyatta, par contre, la décolonisation signifiait avant tout l'indépendance politique et il entendait rester en bons termes avec les Anglais et les colons sur le plan économique. Confronté à ces deux questions étroitement imbriquées, la question nationale et la question sociale, Kenyatta lance à partir de 1963 la politique dite du Grand Pardon, visant à rassurer les colons britanniques d'une part et les loyalistes, c'est-à-dire les Kenyans qui ont combattu les insurgés d'autre part. Le slogan officiel « Forgive and forget », pardonner et oublier, résume cette politique. Le ton est donné. Les capitaux anglais sont épargnés, les investissements étrangers sont encouragés, la structure agraire n'est pas modifiée. Le prix à payer d'une telle politique est l'occultation officielle de l'insurrection paysanne des années 50 et des revendications, notamment foncières et agraires, que portait ce mouvement.
Une fois élu président du Kenya indépendant en 1964, Kenyatta met fin aux espoirs de redistribution des terres. Les terres sont achetées aux colons qui veulent partir et revendues aux Kenyans qui en ont les moyens. Une classe de nouveaux propriétaires terriens kenyans s'installe en remplacement des colons anglais. Le choix d'une économie de marché suscite également l'apparition d'une classe de capitalistes locaux en lien avec les capitaux étrangers qui sont encouragés à investir dans le pays. Les anciens insurgés, pour leur part, n'ont pas voix au chapitre. Nous ne laisserons pas des gangsters diriger le Kenya. Les momos étaient une maladie qui a été éradiquée et qu'il nous faut oublier à jamais, proclame Kenyatta en 1963. La seconde question à laquelle est confronté Kenyatta est celle de l'unité nationale. La construction nationale a certes été forgée dans l'opposition commune aux colonisateurs. Elle reste cependant largement inachevée au moment de l'indépendance. Ayant renoncé à la réforme agraire, Kenyatta n'a pas donné au pays un socle économique capable de faire converger les groupes ethniques dans une dynamique commune. Pour éviter l'éclatement, il ne lui reste que la solution du clientélisme rationalisé. Le présidentialisme paternaliste, le parti unique comme espace de négociation et le clientélisme comme mode de redistribution sont les vecteurs mobilisés par Kenyatta pour assurer l'unité nationale. Dans cette conception, la nation n'est qu'une juxtaposition de groupes ethniques que n'unifie qu'une égale dépendance clientéliste à l'égard du père de la nation. Comme l'explique Lonsdale, la nation de Kenyatta est un féodalisme ethnique avec son contrat inégal de vassalité garanti par un discours normatif de l'ethnicité morale. Kenyatta poursuit, ce faisant, l'œuvre coloniale qui institue un État et non une nation. Cette dernière n'a qu'un statut discursif de légitimation de l'État en présentant ce dernier comme le seul rempart face à l'éclatement ethnique. Pour ce faire, il est nécessaire d'encourager le fait tribal, d'une part, et de le mettre en dépendance de l'État par le clientélisme, d'autre part. Comme le souligne Thierry Michalon, les anciennes puissances coloniales ont intérêt à ce type de nation. La construction nationale est le prétexte à l'édification de la puissance de l'État au profit de la minorité qui en détient les leviers, laquelle se trouve encouragée par les puissances étrangères pressées d'en faire le relais de leur influence. Une telle construction nationale et de tels choix économiques ne sont crédibles qu'en les accompagnant d'une idéologie de justification et de légitimation. Elle sera fournie par l'idéologie Harambee, littéralement « tirons ensemble dans le même sens » en swahili, qui se présente comme la forme kenyane du courant du socialisme africain. À peine devenu président de la République, Kenyatta préface en 1965 un livre blanc intitulé « Le socialisme africain et son application à la planification du Kenya ». Ce « socialisme » est présenté comme un retour à un passé précolonial idéalisé, qui n'est pas sans rappeler la vision idyllique que Kenyatta dressait dans « Au pied du mont Kenya » de la société Kikuyu. Ce socialisme propose une vision essentialiste tant du passé que de l'avenir souhaitable. La solidarité clanique et familiale en est le fondement. Elle est présentée comme une valeur africaine, ayant permis dans le passé un consensus égalitaire sans faille que la colonisation est venue détruire. C'est ce même consensus qu'il s'agit de promouvoir à l'avenir en occultant les clivages d'intérêts et de classes par un discours que le philosophe béninois Paulin Utonji a justement qualifié d'illusion unanimiste. On ne s'étonne pas, dans ces conditions, d'entendre Kenyatta bannir le marxisme au moment où il officialise son socialisme africain. La théorie marxiste de la lutte des classes n'a aucun rapport avec la situation du Kenya, explique-t-il en 1965. On ne s'étonne pas non plus que le journal britannique The Economist puisse, la même année, consacrer un article à Kenyatta sous le titre « Our Man in Kenya », notre homme au Kenya. On ne s'étonne pas enfin que le parti unique qu'il impose en 1969 soit justifié par cette essence africaine dans laquelle la communauté harmonieuse et consensuelle est posée comme caractéristique première. Le parcours de Jomo Kenyatta, qui ressemble à celui des nombreux dirigeants africains qui se mettront au service des anciennes puissances coloniales et des nouvelles classes dominantes africaines issues des indépendances, illustre bien les travers d'une révolution inaboutie. Quand elle n'est pas pensée en profondeur, c'est-à-dire comme un processus d'émancipation complet, à la fois culturel et politique, mais également social et économique, la contestation de l'ordre colonial risque toujours de se retourner contre celles et ceux qu'elle est censée libérer.